Ici le compteur. Ferme les yeux, respire lentement, détends tes épaules, laisse le silence t'envahir. Ce soir tu vas entendre une histoire vraie, mais presque invisible, une histoire où aucune balle ne sera tirée, où aucun cri ne viendra troubler la nuit, une histoire où tout s'est joué dans l'ombre, et pourtant elle a changé le cours d'une guerre. Il existe des opérations militaires dont les noms ne figurent pas sur les monuments, des plans si secrets, si habilement construits, qu'ils n'ont laissé aucune trace visible. Et pourtant, sans elles, le monde d'aujourd'hui ne serait peut-être pas le même. Ce soir, tu vas plonger dans l'une de ces opérations oubliées, un projet fondé sur le doute, sur l'illusion, sur la ruse. Un mensonge si bien ficelé qu'il a paralysé l'ennemi, retenu ses troupes, détourné ses yeux et permis à des milliers d'hommes de survivre. Ce n'était pas un combat, c'était une pièce de théâtre, une mise en scène militaire à l'échelle d'un continent, avec des faux chars, des fausses armées, de faux généraux et de vrais espions, une illusion construite non pas pour vaincre, mais pour protéger. Elle n'a duré que quelques mois, mais elle a bouleversé l'histoire. Son nom, Fortitude. Ce soir, je vais te raconter cette opération de l'ombre, ce moment où une armée imaginaire a permis une victoire bien réelle. Alors, allonge-toi, respire, laisse-toi porter. Ce n'est pas une leçon, c'est une traversée. Et maintenant, écoute. Nous sommes en 1943. L'Europe est sous tension, l'ouest du continent est occupé. Le sort de la guerre repose sur une question. Quand et où les forces alliées frapperont-elles pour libérer la France? Depuis l'Angleterre, les stratèges préparent un plan audacieux, immense, risqué, le débarquement d'une armée entière sur les côtes françaises. Mais ils savent aussi que la réussite ne dépendra pas uniquement des armes ou du nombre d'hommes engagés. Elle dépendra d'un autre facteur plus subtil, la surprise. Si l'ennemi sait où l'attaque aura lieu, il concentrera ses forces, ses défenses, ses blindés. L'opération sera un massacre. Si, au contraire, il se trompe de cible, alors l'assaut aura une chance de réussir, une chance de libérer. C'est là qu'un autre plan voit le jour, un plan dans le plan, une opération secrète, invisible, fondée sur la ruse. Son nom, Fortitude. L'objectif est simple en apparence. Faire croire que le vrai débarquement aura lieu dans le nord de la France, dans la région du Pas-de-Calais, et non en Normandie. Mais pour que le piège fonctionne, il faut créer une illusion parfaite. Une armée entière doit sembler prête à traverser la Manche depuis le sud-est de l'Angleterre. Cette armée, en réalité, n'existe pas. On va l'inventer, lui donner un nom, une structure, un général. Ce général, c'est George Patton, une figure respectée, impulsive, charismatique. Les services de renseignement ennemis le connaissent. Ils s'attendent à le voir mener l'attaque. Le placer à la tête de cette armée fictive renforce la crédibilité du leur. Autour de lui, on déploie un décor complet, des chars gonflables, des camions factices, des tentes vides sont installées sur les côtes anglaises. Vu du ciel, tout semble réel. Des avions de reconnaissance ennemis survolent régulièrement la zone. Ils prennent des photos qu'ils analysent avec attention. Les images montrent une force militaire en préparation. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce qu'ils voient est un décor, un immense théâtre de toile et de bois. Et derrière ce décor, des techniciens, des logisticiens, des espions, tous engagés dans une guerre d'apparence. Des routes sont créées pour simuler le passage de véhicules lourds. Des cuisines de campagne sont mises en place, dégageant des fumées visibles. On allume des feux, on simule la vie d'un camp militaire. Mais ce camp est vide. Et pendant ce temps, la vraie armée, celle qui frappera en Normandie,
s'entraînent loin des regards, discrètement, efficacement. Le plan Fortitude ne se limite pas au visuel, il repose aussi sur l'information. Des messages radio sont volontairement transmis pour être interceptés. Des agents doubles, infiltrés dans les réseaux d'espionnage ennemis, envoient de fausses données. Ils évoquent donc des préparatifs dans le sud-est, des mouvements de troupes, des cargaisons de munitions. Tout semble crédible. Tout est faux. Ces agents, retournés par les services alliés, deviennent les piliers du mensonge. Parmi eux, certains inventent des réseaux entiers d'informateurs, des noms, des grades, des rapports. Tout est rédigé avec soin, dans un style réaliste. Les informations sont parfois volontairement approximatives pour paraître plus naturelles. Les analystes ennemis reçoivent ces messages et les considèrent comme fiables. Peu à peu, une certitude s'installe dans leur esprit. L'attaque viendra par Calais. Cette conviction devient dangereuse. Elle fige leurs décisions, elle conditionne leurs choix. Et c'est exactement ce que veulent les stratèges alliés. En Normandie, pendant ce temps, on prépare le vrai débarquement. On étudie les marées, on photographie les plages, on planifie les premières heures. Chaque maison, chaque route, chaque haie est répertoriée. Mais ce travail se fait dans l'ombre, caché derrière le rideau de fortitude. Le génie du plan réside dans sa cohérence. Rien n'est laissé au hasard. Même les journaux diffusent des bruits de couloir, des spéculations orientées dans la bonne direction. Les services de renseignement neutres, parfois influencés sans le savoir, rapportent eux aussi les signes d'un assaut imminent vers le pas de Calais. Tout converge, tout semble logique, mais tout est faux. Et c'est ce qui rend Fortitude si efficace. Il ne force pas, il suggère. Il accompagne le raisonnement de l'adversaire jusqu'à l'erreur, sans agressivité, sans violence, juste par une mise en scène. Le jour J approche. L'armée fantôme est en place. Patton est visible, inspectant ses troupes imaginaires. Les chars gonflables tiennent leur position. Les espions envoient leurs messages. Et le vrai débarquement se prépare, ailleurs, là où personne ne regarde. Ce n'est pas encore la guerre, c'est l'avant, l'ombre, l'attente. Et dans cette attente, le silence pèse plus lourd que les armes. Le 6 juin 1944, à l'aube, la Manche est couverte d'un léger brouillard. Le vent souffle sur les flots chargés de tension. Une armée de bateaux approche lentement des côtes françaises. Ce sont les forces alliées, des milliers d'hommes, silencieux, figés dans l'attente, dans l'appréhension, dans cette respiration suspendue qui précède l'impact. Ils sont sur le point de débarquer en Normandie, le plus vaste assaut amphibie jamais lancé dans l'histoire. Pourtant, du côté adverse, la réaction tarde, car pour l'état-major ennemi, ce n'est pas ici que les Alliés frapperont vraiment. Ce n'est qu'une distraction, un leurre. L'attaque principale, pense-t-il, viendra plus au nord, là où la mer est plus étroite, là où les routes vers l'intérieur sont plus directes, dans le pas de Calais. Cela fait des semaines qu'ils se préparent à ce scénario, et ce scénario leur semble cohérent, car Fortitude a tout mis en œuvre pour le rendre crédible. L'armée fictive créée dans le sud de l'Angleterre continue de simuler ses mouvements. Le général en chef de cette force imaginaire apparaît ici et là. Les messages radio circulent, les avions de reconnaissance ont vu des chars, des tentes, des convois. Le mensonge a été installé avec soin. Alors, même lorsque les premières nouvelles arrivent, même quand les plages de Normandie sont touchées, quand les premières unités ennemies sont au contact, la méfiance reste. L'adversaire pense que ce n'est qu'un avant-goût, que le vrai choc est encore à venir. Les renforts sont donc maintenus en arrière. Les divisions d'élite restent stationnées, prêtes à intervenir plus au nord. Ce doute, entretenu pendant des semaines,
devient une stratégie involontaire, et pendant ce temps, les troupes alliées s'ancrent. Elles établissent des têtes de pont, les barges déchargent du matériel, des routes temporaires sont construites, des ports flottants sont assemblés. La Normandie devient le point d'entrée d'un continent à reconquérir. Ce que Fortitude permet à cet instant, ce n'est pas seulement de désorienter, c'est de gagner du temps. Chaque heure pendant laquelle l'adversaire ne bouge pas est une heure précieuse. Chaque division retenue loin du front est une menace écartée. Et dans une opération aussi risquée, aussi fragile, ce temps est une monnaie vitale. Les soldats sur les plages luttent contre les éléments, contre les tirs, contre la fatigue. Mais ils tiennent, parce que la pression ennemie tarde à s'exercer pleinement, parce que Fortitude fonctionne. Le plan n'est pas encore achevé. Même après le jour J, les fausses transmissions continuent. Les espions alliés, toujours actifs, alimentent l'idée que le véritable débarquement n'a pas encore eu lieu. Les photographies aériennes sont toujours étudiées, et chaque détail visible dans le sud de l'Angleterre est interprété comme une preuve de l'arrivée imminente d'une seconde vague, plus massive. Mais cette vague n'existe pas. Elle n'existera jamais, et pourtant elle continue d'occuper l'esprit du commandement adverse. Ce qui est remarquable, c'est que l'ensemble de cette manœuvre repose sur la psychologie. Il ne s'agit pas seulement de tromper, il s'agit de guider l'interprétation, de renforcer une conviction déjà présente. Le pas de Calais semblait logique. On a simplement appuyé cette logique patiemment jusqu'à la rendre irréfutable. Et ce processus, cette construction mentale, devient une arme en soi, une arme douce, silencieuse, mais redoutablement efficace. Car pendant que l'adversaire attend le vrai choc, le monde a déjà commencé à changer. Les alliés progressent, les villages sont libérés, les lignes bougent, et l'erreur d'analyse nourrie par Fortitude devient une défaite stratégique. On comprendra plus tard à quel point cette illusion a pesé, combien de vies ont été sauvées par ces heures de répit, combien de bataillons ont pu débarquer sans rencontrer l'opposition qui les aurait anéantis. Fortitude n'a pas gagné la guerre, mais sans elle, le jour J aurait été bien plus sanglant, et peut-être même un échec. Elle a offert une couverture invisible, un silence protecteur. Et dans ce silence, les Alliés ont pu prendre pied. Ce jour-là, ce n'est pas une armée imaginaire qui a débarqué, mais grâce à elle, une armée bien réelle a pu avancer. Dans l'univers discret du renseignement militaire, les armes les plus puissantes ne sont pas celles que l'on entend. Elles ne sont ni métalliques ni explosives. Elles sont faites de phrases, de schémas, de symboles, de silences. L'opération Fortitude ne repose pas sur la force, mais sur l'esprit. Elle s'appuie sur une stratégie vieille comme la guerre elle-même, faire croire. Et pour cela, il fallait construire un récit si cohérent, si précis, qu'il deviendrait plus crédible que la vérité. L'un des éléments les plus subtils de cette opération fut l'utilisation d'agents doubles. Ces personnes, capturées ou retournées, étaient devenues des instruments d'un mensonge collectif. Parmi eux, un nom revient souvent. Garbeau, ce n'était pas son vrai nom, mais c'était celui que les services de renseignement britanniques utilisaient pour désigner cet espion espagnol passionné par la mise en scène et profondément opposé à l'idéologie ennemie. Garbeau avait inventé un réseau entier d'informateurs imaginaires, des dizaines de personnages fictifs avec leurs histoires, leurs métiers, leur localisation. Il écrivait leurs rapports, il gérait leurs interactions, il envoyait des messages aux services adverses qui, convaincus, le rémunéraient et lui faisaient entièrement confiance. Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque mot transmis était conçu par les Alliés.
Garbeau était devenu un auteur de fiction en pleine guerre réelle, et cette fiction, progressivement, avait pris racine. À travers lui, l'opération Fortitude trouvait une voie crédible. Il confirmait l'existence de mouvements de troupes dans le sud-est de l'Angleterre. Il décrivait des convois. Il détaillait des conversations entendues dans des pubs ou des gares. Il notait des plaques d'immatriculation, des affectations, des délais. Tout était faux, mais tout semblait vrai, car tout était construit avec soin. Il faisait même parfois volontairement des erreurs mineures pour rendre l'ensemble plus réaliste. Et l'ennemi, en analysant ses messages, pensait tenir là une source fiable. Autour de lui, d'autres agents, d'autres faux rapports, d'autres transmissions entretenaient cette grande illusion. Les opérateurs radio simulaient des conversations entre unités fictives. Les équipes de logistique fabriquaient des cartes, des ordres de mission, des plannings de manœuvres. Chaque pièce ajoutée au puzzle renforçait la crédibilité du mensonge. Même certaines entreprises civiles participaient, parfois sans le savoir. Des ouvriers construisaient des éléments pour des véhicules qui n'iraient jamais sur le front. Des trains transportaient du matériel vide jusqu'à des dépôts visibles depuis les airs. Chaque mouvement, chaque bruit, chaque trace avait une utilité. Ce qui rendait Fortitude si redoutable, c'était sa cohérence. Rien n'était spectaculaire. Tout était modeste, réaliste, plausible. Et c'est cette modestie qui faisait sa force. L'illusion ne cherchait pas à éblouir. Elle cherchait à rassurer l'analyse ennemie, à la guider doucement vers la mauvaise conclusion, à confirmer une hypothèse déjà présente. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Le commandement adverse, convaincu par la logique géographique, pensait que le vrai débarquement se ferait là où la mer est la plus étroite. Fortitude n'a fait que renforcer cette conviction. Elle a nourri cette attente. Et chaque information transmise par les agents doubles, chaque message radio capté, chaque photo aérienne floue est venue valider cette lecture stratégique. Le résultat, un déplacement de l'attention, une mauvaise répartition des forces, une inertie dans la prise de décision. La désinformation a agi comme un brouillard. Elle a flouté les priorités. Elle a ralenti la compréhension. Et dans cette lenteur, les Alliés ont trouvé une brèche. Le plus fascinant, c'est que cette opération fondée sur l'imaginaire a eu des conséquences bien réelles. Elle a modifié les choix militaires. Elle a gelé des unités entières. Elle a influencé la guerre sans jamais tirer une balle. Elle a montré que dans les conflits modernes, la maîtrise de l'information pouvait être aussi déterminante que celle des champs de bataille. Fortitude était une architecture mentale, un labyrinthe où l'adversaire avançait avec assurance sans savoir qu'il allait droit dans l'impasse. Et ceux qui ont construit ce labyrinthe, espions, analystes, opérateurs, faussaires, ont réussi à créer une illusion d'une puissance inédite, une illusion qui, dans le silence, a changé l'histoire. Sur les côtes anglaises, loin des caméras, loin des champs de bataille réels, un décor est en place. Ce n'est pas un camp militaire, c'est une scène, un théâtre de guerre sans guerre. L'opération Fortitude se matérialise dans le paysage lui-même, dans les champs, sur les falaises, près des routes, des tentes dressées, des cuisines de campagne, des convois de camions, des chars. Mais rien n'est ce qu'il semble être. Les chars sont en toile, gonflables, légers, fixés au sol par des piquets. Les tentes sont vides. Les camions ne transportent rien. Pourtant, vu du ciel, tout semble vivant. Tout paraît logique. Des troupes en attente, des équipements prêts à embarquer, un déploiement cohérent. Les avions de reconnaissance ennemis survolent la zone, prennent des photos, envoient leurs rapports, et ces rapports alimentent la conviction déjà établie.
Le débarquement aura lieu ici. Calais est la cible. Le pas de Calais, cette étroite bande de terre si proche de l'Angleterre, attire tous les regards. Et c'est exactement ce que veulent les stratèges alliés. Pour renforcer cette illusion, on active des stations radio. Des opérateurs simulent des conversations entre unités. On entend parler d'approvisionnement, de retard, de mouvement. Des messages sont codés, interceptés volontairement. Ils parlent de troupes, de chars, d'embarquements imminents. On trace même des marques sur les routes, des empreintes de pneus, des faux campements fument doucement, des feux de camp brûlent, entretenus par quelques hommes discrets. On construit des pistes d'atterrissage en bois, on aligne des avions factices, parfois en contreplaqué. Des silhouettes en carton, montées sur rails, bougent à intervalles réguliers pour simuler l'activité. C'est un décor vivant, mais tout est vide, tout est illusion. Et dans ce silence bien orchestré, les apparences deviennent des certitudes. Des officiers ennemis examinent les photographies aériennes. Ils y voient ce qu'ils veulent voir, une armée massive prête à attaquer. Ils ajoutent des flèches sur des cartes, ils déplacent des unités, ils retardent d'autres mouvements. Ce qu'ils analysent comme de l'information est en réalité de la mise en scène. Ce qu'ils croient être un renseignement fiable est une fiction, mais une fiction conçue avec une rigueur absolue. Ce théâtre d'ombre n'est pas une simple diversion, c'est une opération d'envergure. Des dizaines de spécialistes, d'ingénieurs, de logisticiens, d'artistes, même, participent à sa création. Chaque détail compte, la couleur d'une bâche, l'angle d'un véhicule, le rythme des transmissions radio. Rien n'est laissé au hasard. Même les rumeurs sont gérées. Des soldats laissent traîner des conversations dans des pubs, parlent d'un déploiement dans le sud. Des lettres sont volontairement censurées de façon visible pour faire croire à une opération secrète. Tout participe à la narration, et cette narration devient réalité dans l'esprit de l'adversaire. Il se prépare à une attaque dans un lieu où rien ne se passera. C'est cela, le génie de fortitude. Ne pas simplement détourner l'attention, mais l'absorber totalement. Construire un récit alternatif si crédible qu'il devient dominant. Et pendant ce temps, en Normandie, les vraies troupes avancent, en silence, cachées, prêtes. Le contraste est frappant. Là où il n'y a rien, tout semble prêt. Là où tout se prépare, rien n'est visible. C'est un renversement parfait. Et ce renversement est l'arme principale. Ce qui rend ce théâtre si efficace, c'est qu'il est constant. Il ne se résume pas à un moment isolé. Il dure, il vit, il évolue, il suit un calendrier. Il simule des reports, des hésitations, des directives. L'adversaire, en observant, pense voir un plan se dérouler. En réalité, il observe une histoire qu'on lui raconte, une histoire sans fondation réelle, mais avec une mise en scène si maîtrisée qu'elle devient indiscernable de la vérité. Le théâtre de fortitude est donc bien plus qu'un décor. C'est un outil de guerre, un levier stratégique. Il ne tire pas, il n'avance pas, il n'a pas de soldats, mais il désorganise, il désoriente, il retarde. Et parfois, cela suffit à gagner une bataille avant même qu'elle commence. Dans une guerre, il y a les bombes, les blindés, les batailles. Mais il y a aussi le temps, le contrôle du temps, le ralentir, l'accélérer, l'utiliser. Et c'est précisément là que l'opération Fortitude révèle toute sa puissance. Après le débarquement du 6 juin, alors que les troupes alliées s'enfoncent lentement dans les terres normandes, l'illusion est toujours intacte. L'adversaire reste persuadé que ce n'est qu'une diversion, que le véritable choc viendra ailleurs, plus au nord. Le doute s'est installé, profond, tenace.
Il ne s'agit plus d'une question d'espionnage ou de photographie aérienne, il s'agit de psychologie. Le commandement ennemi croit ce qu'il pense savoir. Il attend, il observe, il interprète et il retarde. Il retarde ses décisions, il retarde ses renforts, il retarde sa réaction. Plusieurs divisions blindées restent stationnées dans le nord de la France, prêtes à repousser une offensive qui ne viendra jamais. Chaque jour qui passe, ce choix devient plus lourd de conséquences. Pendant ce temps, les Alliés consolident leur présence en Normandie. Ils sécurisent des ports artificiels. Ils construisent des routes, des ponts. Ils organisent l'arrivée de nouveaux soldats, de vivres, d'équipements. Ce temps gagné, grâce à Fortitude, devient une monnaie inestimable. C'est une fenêtre ouverte, une respiration stratégique. Les soldats sur le terrain ne savent peut-être pas ce qui se joue dans les états-majors, mais ils en ressentent les effets. Les renforts arrivent, les lignes avancent, les villages sont libérés, et dans le dos de chaque unité ennemie qui reste immobile, il y a une idée plantée, une idée erronée, mais fermement enracinée, celle que le danger est ailleurs. Ce qui est remarquable dans cette situation, c'est que les stratèges alliés n'ont pas seulement induit l'erreur, ils l'ont entretenue, nourrie. Ils ont compris que l'inaction, dans certaines circonstances, peut être plus efficace que l'attaque. Le doute est devenu une force, une barrière invisible, une muraille psychologique. Chaque fois qu'un message était intercepté, chaque fois qu'un agent double envoyait un rapport, chaque fois qu'une photo montrait un char gonflable bien placé, la conviction ennemie se renforçait, et cette conviction a tenu pendant des semaines. Elle a retardé le redéploiement des forces. Elle a figé des unités entières, et ce gel stratégique a permis aux Alliés d'établir des positions qui auraient été autrement beaucoup plus vulnérables. On dit parfois que la guerre est un jeu d'échecs, mais ici c'est une partie où les pions n'ont pas bougé, où les pièces les plus dangereuses sont restées en arrière, et ce non-mouvement a changé l'équilibre. Dans les couloirs du commandement adverse, certains ont sans doute douté, certains ont peut-être voulu agir, mais le plan ennemi semblait trop clair, l'illusion trop forte. Ce qui avait été vu, entendu, confirmé, ne pouvait pas être remis en cause aussi facilement. C'est là l'un des enseignements les plus profonds de Fortitude. Ce n'est pas seulement l'information qui influence la guerre, mais la manière dont elle est perçue. Et quand la perception est verrouillée, elle devient une prison sans barreaux, mais aux conséquences bien réelles. Chaque jour de retard a permis à l'armée alliée de franchir un pas de plus, d'avancer vers Paris, vers la libération, vers l'Est. Et chaque jour de retard est né d'un mensonge, entretenu avec patience. Un mensonge devenu structure, plan, certitude. Quand, bien plus tard, les généraux ennemis ont analysé ce qui s'était joué, beaucoup ont compris qu'ils avaient été piégés, non pas par la force, mais par la cohérence, par un récit trop bien construit pour être remis en question. Fortitude n'a jamais frappé, mais Fortitude a tenu, et dans ce maintien dans cette illusion prolongée, elle a modifié le rythme de la guerre, elle a transformé le champ de bataille sans y poser un pied, elle a figé l'ennemi pendant que la liberté reprenait du terrain, et parfois, dans le vacarme de la guerre, ce sont les silences les mieux construits qui parlent le plus fort. Quand l'opération Fortitude prit fin, ce ne fut pas par un ordre ni un discours, ni même un signal. Elle s'éteignit doucement dans le silence qu'elle avait elle-même créé. Le décor fut démonté, les chars gonflables repliés, les silhouettes en carton, les avions de toile, les antennes vides, tous disparurent des champs anglais. Ce qui restait, c'était une trace invisible mais profonde, car cette armée imaginaire, ce théâtre géant mis en scène avec soin, avait joué un rôle réel.
un rôle qui n'avait laissé ni ruine ni bruit, mais dont l'empreinte allait marquer à jamais l'histoire. Fortitude ne fut pas un simple épisode de ruse militaire. Ce fut un acte d'architecture mentale, une illusion conçue pour durer, pour tromper sans jamais frapper. Et c'est peut-être là son plus grand exploit, avoir influencé le cours d'un conflit mondial, sans jamais avoir existé. Dans les mois qui suivirent le débarquement, les historiens commencèrent à comprendre ce qui s'était vraiment passé, pas seulement sur les plages, ni dans les combats, mais dans les salles d'écoute, les bureaux d'analyse, les cabines radio. L'illusion de Calais avait tenu. Le mensonge avait été suffisamment cohérent, suffisamment persistant pour figer des unités entières, pour faire douter, pour ralentir des décisions qui auraient pu être fatales. Et ce ralentissement, ce flou entretenu avec précision, avait offert un avantage stratégique inestimable. À bien des égards, Fortitude a montré que l'une des armes les plus puissantes d'un conflit n'est pas le feu, mais le récit, ce que l'on pense voir, ce que l'on croit savoir, ce que l'on veut croire. Les stratèges alliés avaient compris cela. Ils avaient su bâtir non pas une armée de chair et d'acier, mais une armée de signes, de codes, de messages, d'ombres, une armée invisible mais parfaitement lisible. Et cette armée, sans jamais entrer en scène, avait volé l'attention, avait piégé les certitudes, avait volé du temps. Le plus fascinant, c'est que Fortitude a été conçue non pour détruire, mais pour protéger. Elle n'a pas déclenché d'attaque, elle n'a pas causé de perte, elle n'a rien conquis, elle a simplement détourné le regard. Et ce détournement, cette petite rotation mentale du point d'attention, a sauvé des milliers de vies. C'est une stratégie qui s'est jouée dans l'esprit, bien plus que sur le sol. Elle a transformé les champs de bataille en pièces de théâtre, les cartes d'état-major en canevas de fiction. Ce que Fortitude a laissé derrière elle, c'est une leçon sur la puissance de l'illusion, une leçon sur la manière dont on peut façonner la réalité en racontant autre chose. Et cette leçon vaut bien au-delà du contexte militaire. Elle parle de perception, de ce que l'on voit, de ce que l'on croit voir, et de la manière dont notre confiance en une version du monde peut devenir notre plus grande faiblesse. Les services de renseignement ennemis, dans leur rigueur, leur méthode, leur volonté d'anticiper, n'ont pas été trompés par hasard. Ils ont été accompagnés vers l'erreur. Le piège ne s'est pas refermé brusquement. Il s'est installé doucement jusqu'à devenir un cadre de pensée. Et dans ce cadre, la Normandie n'était qu'une diversion. La vraie menace, pensait-il, restait à venir. Mais elle ne vint jamais, parce qu'elle n'existait pas. Et quand enfin ils comprirent, il était trop tard. Le débarquement avait eu lieu. Les lignes avaient bougé, l'histoire aussi. Dans les années qui suivirent, Fortitude fut étudiée dans les écoles militaires du monde entier, pas seulement comme une opération secrète réussie, mais comme un modèle, un exemple de ce que la coordination, la patience, l'ingéniosité peuvent accomplir dans l'ombre. Aujourd'hui encore, certains des documents liés à cette opération restent classifiés, peut-être parce que l'illusion est une arme que l'on préfère garder à portée de main, une arme silencieuse, discrète, terriblement efficace, une armée fantôme qui n'a jamais existé et qui pourtant a changé le cours de la guerre. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le Conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.